Rebonjour mes chers étudiants. Nous avons vu donc la semaine dernière que le théorème d'homocénétique par rapport à un point O1 qui est mobile par rapport à R s'écrit d de sigma O1 de M, c'est-à-dire la dérivée de moment cinétique de point M par rapport à 1 par rapport au temps dans R, était plus la vitesse absolue du point O1 vectorielle M, la vitesse absolue du point M est égale à quoi? Au moment de la force, de la résultante de force par rapport au point A. Donc, là, vous voyez que pour avoir le moment de la résistance des forces par rapport au point O1, il faut ajouter à la dérivée du moment cinétique du point M par rapport à 1, par rapport au temps dans R, ce produit vectoriel qui est la vitesse absolue du point O1 vectorielle M, la vitesse absolue du point M. Nous passons donc au théorème de moment cinétique dans un référentiel non galiléen. N'oubliez pas que dans un référentiel non galiléen, il faut tenir compte des forces d'inertie, d'entraînement du Coriolis. Donc, le moment considérant un point matériel M de masse petit m au mouvement par rapport au référentiel non galilien R1, O1, X1, Y1 et Z1, le moment cinétique en O1 dans R1 s'écrit sigma M dans O1, donc par rapport à R1, est égal à O1M vectoriel M VR1 de M, c'est-à-dire la vitesse relative de point M dans R1. D'où la dérivée de ce moment cinétique par rapport au temps dans R1 est égale à la dérivée de O1M par rapport au temps vectoriel par rapport à R1, vectoriel M VR1 de M, plus O1M vectoriel M d de VR1 de M sur dt dans 1. Or, M d de VR1 dt sur dt est égal à gamma R1 de M. Et voilà ce qu'on a. On a tout simplement ici la vitesse relative Vm par rapport à R1, vectoriel M VR1 de M égale à 0. Et il ne reste donc que O1M vectoriel M gamma R1 de M qui est l'accélération relative. Or, M gamma R1 de M est égal à quoi? Est égal à la force résultante totale qui agit sur le point M, moins M et E, moins M gamma C, est égal à F plus moins M gamma E, c'est F I E, moins M gamma C, c'est F I C. Donc, la dérivée de le moment cinétique de point M par rapport à O1 dans R1 est égal au moment par rapport à O1 de F plus le moment par rapport à F1 de FIE plus le moment par rapport à O1 de FIC. Donc voilà donc le moment, donc la différence entre le travail dans le référentiel galilien et le travail dans le référentiel non galilien, c'est ça. C'est ces deux termes. Le moment des forces d'inertie d'entraînement et le moment de force d'inertie Coriolis, bien sûr, par rapport à 1. Puissance et travail d'une force. La puissance et le travail sont liés les uns aux autres, l'un à l'autre. Et considérons dans un référentiel R, qui est absolu, au galilien, une force F appliquée à un point matériel M de vitesse vers M de M, figure 2, 2. 3, 2. On appelle puissance de la force F un instant T, parce qu'elle est instantanée, dans R, le produit scalaire de la force résultante qui agit sur le point M par le vecteur vitesse absolue VR de M.
Or, c'est un produit scalaire de deux vecteurs qu'on peut écrire donc en fonction du produit des composantes fx, x point, plus fy, y point, plus fz, z point. Fx, fy, fz sont les composantes dans le référentiel cartésien de f. X point, y point, z point sont les composantes du vecteur vitesse dans le référentiel cartésien R. Il peut aussi être, on peut aussi l'écrire sous cette forme, une forme qui est tout simplement géométrique et qui est module de la force multiplié par module de la vitesse VRM qui multiplie l'angle cosinus de l'angle qu'il y a entre les deux et qui est cosinus alpha. Cette écriture, elle est très importante que celle-là parce que si cosinus alpha peut être nul, il peut être supérieur à 0, mais il peut être aussi inférieur à 0. Suivant le signe de cosinus alpha, on peut avoir une puissance. Donc, voilà donc, si vous voulez, le référentiel cartésien O, X, Y, Z, EX, EX, EY, EZ, et vous avez ici la trajectoire C. Dans la trajectoire, vous avez M1 à l'instant T1 ici, M à l'instant T et M2 à l'instant T2. Et vous voyez que le point M, on l'applique quoi? Il y a à la fois la vitesse qui est tangente à la trajectoire et la force qui fait un angle alpha avec la vitesse. On a donc, selon le signe de cosinus alpha, comme je l'ai dit précédemment, on distingue trois cas. Si alpha est inférieur à pi sur 2, l'angle qu'il y a entre la vitesse et la force est aigu. Dans ce cas, la force est dite motrice, comme un moteur. Si alpha est supérieur à pi sur 2, la puissance, elle est négative, puisque le cosinus alpha est négatif. La force est dite résistance. Et si alpha est égal à pi sur 2, ça veut dire que la force est perpendiculaire à, bien sûr, à la vitesse. On a une puissance nulle, donc la force a une puissance nulle. Voilà pourquoi l'expression géométrique de produit scalaire est très importante que celle de produit vectoriel, produit scalaire entre les composantes du vecteur. Remarque, bien que la puissance P de la force, la résultante de force par rapport à R, soit relatif à un référentiel R, le référentiel bien sûr cartésien, il peut être calculé à l'aide des composants de vecteurs F et V dans n'importe quel système dans n'importe quelle référence. Exemple, référence cylindrique, référence sphérique, référence polaire et même en référence de Freinet. Eh bien, l'unité de la puissance est le watt. Un watt est égal à 1 newton multiplié par mètre multiplié par seconde de moins 1. Donc voilà ce qui est la puissance et c'est bien sûr, on va trouver que la puissance a une relation avec le travail qu'on va calculer. Et on va voir cette relation à la fin de ce paragraphe. Dans le référentiel, donc, R, toujours le référentiel cartésien ou galiléen, le travail de la force F s'exerçant sur le point matériel M entre les instants T1 et T2 est donné par la relation qu'on a ici. W est égal à l'intégrale entre l'instant T1 et l'instant T2 de produit, donc de la puissance de F par rapport à R dt. Pourquoi? Parce que justement, la puissance, c'est la dérivée de le travail par rapport au temps. Donc, dw sur dt est égal à la puissance. Est égal à quoi? Je remplace P par son expression, c'est F scalaire V de R, scalaire dt est égal VR dt, c'est quoi? C'est dl, c'est l'élément de longueur dl. On a vu donc c'est VR est égal à dl sur dt, donc on a. Et on intègre suivant le trajet M1, M2.
OM1, M2 est l'arc de la trajectoire décrite entre les instants T1 et T2. Voilà la figure 3,2 qu'on a déjà vue. L'unité de travail est le joule. L'unité de la puissance est le watt. Et 1 joule est égal à 1 newton-mètre, ça veut dire 1 kg mètre carré seconde moins 2. N'oubliez pas surtout les unités du système international. Chaque fois qu'on définit une grandeur en mécanique, on vous donne son unité dans le système international. Alors, remarque, le travail élémentaire, c'est-à-dire le travail élémentaire, c'est-à-dire fait par une force le long d'un parcours élémentaire D de L, est égal, dW est égal à F scalaire dL. Tout comme la puissance, le travail dépend de références choisies. F, je peux la déterminer dans n'importe quel système de coordonnées. dL également. Donc le produit scalaire peut être, donc le travail peut être défini dans n'importe quel système de coordonnées, donc soit sphérique, soit et ainsi de suite, ce qu'on a vu déjà. Tout comme la puissance, le travail dépend de référentiels choisis, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est F est une force constante, c'est-à-dire ne change pas, comme le poids, par exemple, P est égal à mg. Au cours du mouvement du poids matériel M par rapport à R, alors on a la relation suivante que le travail de la force entre M1 et M2 est égal à l'intégrale de M1 M2 de produit scalaire F dt, dl, F dl est égal, puisque F elle est constante, on sort F de l'intégrale et on obtient F scalaire l'intégrale de dl entre M1 et M2, et cette intégrale de dl, c'est M1, M2, et donc ce sera le produit scalaire de F par M1, M2. Le produit scalaire de deux vecteurs F et M1, M2, on peut l'écrire, c'est le module de F, module de M1, M2, cosinus alpha. Et là, alpha étant l'angle que fait la force par rapport à la distance M1, M2. Le travail d'une force constante dans un référentiel R ne dépend pas du chemin suivi, et ça c'est très intéressant, très important, puisqu'il ne dépend que du chemin de point entre M1 et M2, l'état initial et l'état final. Et on passe maintenant les expressions lorsqu'on a un changement de référentiel. Parce que la première partie qu'on a vue, c'est dans un référentiel unique, c'est-à-dire le référentiel cartésien. Maintenant, on suppose qu'il y a deux référentiels, R1 et R, et un point qui est en mouvement par rapport aux deux référentiels. Alors, la première partie, c'est la puissance et travail d'une force F. Comment déterminer l'expression de la puissance et de travail dans un changement de référentiel? Alors, soit R, O, X, Y, Z, là, un repère. On parle d'un repère par référentiel, puisqu'il y a le vecteur unitaire et l'origine. Un repère associé au référentiel R, dit absolu. Et R1, O1, EX1, EY1, EZ1, celui associé au référentiel R1 qualifié de relatif. Figure 3.3. La loi de composition des vitesses existe toujours. La vitesse absolue est égale à la vitesse relative plus la vitesse d'entraînement. Et on va l'appliquer pour calculer la puissance. Donc voilà les deux. Vous avez la force appliquée au point M et vous avez le R1 et le référentiel R ici. La vitesse de point F absolue de point M est égale à la vitesse relative de point M par rapport à R1 plus la vitesse d'entraînement. On a vu l'expression de la vitesse relative, celle de la vitesse d'entraînement, lorsqu'on a calculé, lorsqu'on a étudié dans la cinématique, bien sûr, le changement de référentiel. Donc, la puissance de F par rapport à R est égale à F scalaire VR de M est égal à F, je remplace VR de M par VR1 de M plus VE est égal à F scalaire VR1 de M plus F scalaire VE de R1 par rapport à R. Donc, la puissance absolue
est égal à la puissance relative plus la puissance d'entraînement, PE de F. Alors, dans ce cas-là, on peut dire que on peut calculer la puissance absolue, on peut calculer la puissance relative et on peut aussi calculer la puissance d'entraînement que vous avez ici, F VR et la puissance absolue, F VR1 avec un produit scalaire bien sûr, et la puissance relative, et F scalaire VE de R1 par rapport à R est appelée puissance d'entraînement. Nous en déduisons pour le travail la même chose, puisque le travail est égal à la puissance fois dt. Donc, WA est égal à l'intégrale de T1 à T2 de la puissance absolue de F par rapport au temps dt est égal à la puissance relative dans la force F entre T1 et T2 est égal à plus la puissance d'entraînement entre T1 et T2 de PE de F dt. Donc, est égal tout simplement le travail relatif de F plus le travail d'entraînement de F. Avec bien sûr le travail relatif de F, c'est l'intégrale de T1 à T2 de F scalaire VR1 de M dt est égal à l'intégrale entre M1 M2 de F DLR. Avec DLR, c'est l'élément de longueur relatif dans R1. Et le travail d'entraînement de la force, c'est l'intégrale de T1 à T2 de produit scalaire F VE de R1 par rapport à R dt est égal donc tout simplement à l'intégrale de produit scalaire F DLE. DLE étant différent de DLR. Et DLE, c'est l'élément de longueur d'entraînement. D'où DLR est égal à, ou DLR est égal à VR1 dt, différente de DLE, qui est égal à VE dt, puisque VR1, elle est différente de VE. Et on passe donc à énergie cinétique. Par définition, l'énergie cinétique est cinétique d'un point matériel M, de masse M par rapport à R absolu, au R1 relatif, et le scalaire, c'est le scalaire E, EC de M par rapport à R, 1 demi de M V, R de M au carré, est égal à 1 demi de M, alors je remplace la vitesse absolue par donc si vous voulez, la somme de vitesse relative et de vitesse d'entraînement au carré. Alors là, remarquez, bien sûr que ici, c'est une somme au carré. Il y a VR1 carré, il y a VE carré, mais il y a deux fois le produit scalaire VR1 de M, VE de R1 par rapport à R. Donc, ce terme-là, qu'on a, qui est différent de 0, empêche qu'on peut avoir une composition de mouvement dans l'énergie cinétique. Parce que l'énergie cinétique absolue n'est pas égale à l'énergie cinétique relative plus l'énergie cinétique d'entraînement. Il faut ajouter donc ce terme-là. Et ce terme-là, c'est que donc montre que l'énergie cinétique n'obéit pas à la loi de composition de mouvement. Voilà donc, l'énergie cinétique n'est pas additive dans la composition de mouvement. Et on va avoir donc théorème de l'énergie cinétique. On a vu donc le théorème de l'homocinétique, on a vu le principe fondamental de la dynamique, et maintenant on va voir le théorème d'énergie cinétique. Ces trois théorèmes nous permettent d'obtenir une équation différentielle des mouvements qui, en l'intégrant, on revient à x de t, y de t et z de t, qui sont les coordonnées de points instantanés de mouvement par rapport à R. Alors, mouvement dans un référentiel galiléen, la même chose, puisqu'on a deux référentiels, galiléens et non galiléens, alors on va écrire le théorème de l'énergie cinétique dans les deux référentiels. Quelle est son expression dans le référentiel galilien et qui devient son expression lorsque le référentiel n'est pas galiléen.
Alors, on commence par mouvement dans un référentiel galilien. Dans ce référentiel, il n'y a que les forces réelles. Les forces d'énergie, elles sont nulles. Et donc, soit R de R, O, X, Y, Z, un référentiel galilien, cartésien d'ailleurs, et F, la résultante des forces appliquées au point matériel M de masse petit m. Le principe fondamental de la dynamique, qu'on a déjà vu, la loi de Newton 2, s'écrit F égale à M gamma R de M est égal à M d de V de R de M sur dt dans R. Donc, si je multiplie la puissance de la force est tout simplement la force résultante scalaire la vitesse absolue. Ça fait donc la force résultante, on a vu ici la force résultante, est égale à ça, est égale à M d de VR de M sur dt. Alors ça, scalaire VR M de t. Ça veut dire qu'on peut avoir quoi? C'est 1 demi d de 1 demi de M VR carré de M sur dt. Parce que d 1 demi de M VR carré est égal à VR scalaire VR. Et donc ce sera 1 demi de VR scalaire d de VR sur dt plus 1 demi de d de VR sur dt scalaire VR. Ça fait donc 2 fois. Et donc ça nous donne ça. Alors, en effet, on obtient une équation infinitésimale et qui est la puissance de la résultante de force appliquée à un point M dans R est égale à la dérivée de l'énergie cinétique de point M par rapport à R, par rapport à dt. Ça, c'est une forme intégrale. Cette forme intégrale nous permet de déterminer l'équation différentielle de mouvement comme le principe fondamental de la dynamique ou bien comme le théorème de moment cinétique. D'où le théorème énergie-puissance, on l'appelle théorème énergie-puissance. Et c'est pas théorème d'énergie cinétique, ça théorème énergie-puissance. Dans un référentiel galilien, la dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique d'un point matériel M est égale à la puissance de la résultante du force s'exerçant sur lui. Donc on a un point matériel, il y a des forces qui sont appliquées à ce point, eh bien, si la dérivée de l'énergie cinétique de ce point par rapport à R est égale à la puissance de la résultante du force appliquée au point M par rapport donc à R. La relation précédente peut s'écrire sous forme. Alors, si je multiplie la puissance de F par rapport à R par dt est égal à d de EC de M. Donc, d de EC de M, c'est le théorème d'énergie cinétique est égal à dW de F parce que la puissance dt est égale à le travail élémentaire F dr. Et ce travail élémentaire est égal à d de EC. D'où finalement la relation, le théorème d'énergie cinétique. Delta EC qui est égal à EC de M2 moins EC de M1 est égal le travail total entre le point 1 et le M1 et M2 de la résultante des forces. De le théorème de l'énergie cinétique. Attention, théorème de l'énergie cinétique, c'est pas donc si vous voulez infinitésimal, mais c'est la limite finale, c'est-à-dire l'intégrale. Alors, j'obtiens donc dans un référentiel galilien la variation de l'énergie cinétique d'un point matériel M de masse petit m entre deux points M1 et M2 est égale au travail de la somme des forces s'exerçant sur lui entre ces deux points. Voilà donc le théorème, elle est donc intégrale, c'est pas comme différentiel le premier. Donc ça ne me permet pas d'avoir une équation différentielle. Non, parce que on a donc la variation finale moins la variation initiale. Mouvement dans un référentiel non galilien. On a donc défini théorème énergie-puissance, théorème de moment cinétique dans un référentiel galilien. On va redéfinir dans ce paragraphe la même chose.
Donc, le théorème d'énergie cinétique, théorème moment-puissance, théorème énergie-puissance, dans un référentiel non galiléen, et théorème de moment cinétique dans un référentiel non galiléen. L'application de principe fondamental de la dynamique au point matériel M, de masse petit m, dans un référentiel non galiléen R1, O1, X1, Y1, il donne tout simplement ce que vous avez là. M gamma R1, c'est F1, est égal à F moins ME, qui est la force d'inertie d'entraînement, plus la force d'inertie complémentaire qui est égale à moins M gamma C, voilà. D'où F égale ici est égal à où F est égal à sigma des forces extérieures, indépendant des forces d'inertie qu'on a ici. En multipliant les deux membres de cette équation par VR1 de M, on obtient M gamma R1 de M scalaire VR1 de M est égal VR1 scalaire F, ça veut dire la puissance de la force F par rapport au référentiel relatif, plus la puissance de la force d'inertie d'entraînement par rapport à R1, plus la puissance de la force d'inertie complémentaire par rapport à F1. Donc, dans un référentiel non galiléen, il faut ajouter ces deux puissances. C'est la puissance des forces d'inertie d'entraînement et d'inertie complémentaire par rapport à R1. Or, à quoi est égal FIC par rapport à 1? P de FIC est égal moins 2m oméga de R1 par rapport à R vectoriel VR1. Ça, c'est tout simplement, c'est la force relative, c'est de la puissance. Donc, ça, c'est la force de Coriolis scalaire VR1 de M. Donc, j'obtiens donc, il y a oméga, mais il y a VR1, ici scalaire VR1 égale à 0, parce que le produit mixte, il est commutatif. On aura donc à un certain moment, oméga, donc j'ai oméga scalaire VR1 de M, vectoriel VR1 de M. L'expression de théorème d'énergie puissance dans un référentiel non galiléen R1 s'écrit la dérivée de moment cinétique de point M par rapport au temps par rapport à R1 est égale à la puissance de la résultante de force réelle par rapport à R1 plus la puissance de la force d'inertie d'entraînement par rapport à R1. La puissance de la force d'inertie complémentaire par rapport à 1 étant nulle. On a montré ici. Le théorème énergie cinétique s'écrit dans ça, en intégrant donc le théorème énergie-puissance, on obtient le théorème d'énergie cinétique. EC de M2 par rapport à R1 moins EC de M1 par rapport à R1 est égal au travail des forces, résultante des forces par rapport à R1, plus le travail de la force d'inertie d'entraînement par rapport à R1, avec bien sûr la définition de travail de la force dans R1, ce sera F VR1 de M dt est égal à l'intégrale de F de M1 à M2, et alors là, il faut écrire R. Donc ici, la même chose ici, vous avez WR de FE est égal l'intégrale de T1 T2 de FIE VR1 de M est égal FIE scalaire DL M1 à M2. Où DL est un déplacement élémentaire le long de la trajectoire décrite par le point M dans R1. Énergie mécanique. Alors là, on va voir donc l'expression de l'énergie mécanique. Force conservative, énergie potentielle. On a défini l'énergie cinétique de point M par rapport à R et par rapport à R1. Et il faut, pour avoir l'énergie mécanique, il nous faut l'énergie potentielle bien sûr, de point M par rapport à R ou par rapport à R1. Et donc, une force F est dite conservative, s'elle obéit à une relation de type F est égal moins gradient de EP de R, c'est-à-dire l'énergie potentielle qui dépend que de R, la position.
dans laquelle la fonction E de P de R ne dépend que des coordonnées de position de point matériel M. Bien sûr, ça c'est quoi? C'est la dérivée de l'énergie potentielle. Les dérivées partielles, parce que gradient de E, voire rappel mathématique, on a défini le gradient d'une fonction scalaire, le divergence d'un vecteur, le rotationnel d'un vecteur, et donc tout ça, voir le premier chapitre qui est rappel mathématique. Donc, on aura donc tout simplement cette fonction est appelée énergie potentielle, c'est-à-dire EP de R, du point matériel M dans le champ de force considéré. L'énergie potentielle est définie à une constante additive près. Parce que lorsqu'on intègre, on fait la primitive et pas l'intégrale. Donc, l'énergie potentielle est définie à une constante additive près. Seules les variations de l'énergie potentielle ont fait un intérêt physique. C'est-à-dire EP de M1 moins EP de M2. Ou alors, la variation de l'énergie potentielle entre l'état initial et l'état final. C'est ça qui est un intérêt physique. Travail d'une force conservative. Entre les instants T et T plus dt, le travail d'une force conservative a pour expression dans le référentiel R cartésien, delta W de F par rapport à R est égal au produit scalaire de F dr est égal, bien sûr que F, on a montré que c'est moins gradient de ça, est égal à moins gradient de E de P de R dr est égal à moins D de P. Donc, la variation de travail est égale à moins la variation de l'énergie potentielle de point R. Entre les instants quelconque T1 et T2, le point matériel M se déplace de M1 à M2. D'où le travail de la force, donc entre M1, le travail de la force agissant sur le point M de M1 à M2 est égal à l'intégrale de M1 à M2 de moins D de EP. Ou alors, dW est égal à moins D de EP, ce qu'on a vu plus tard, plus haut. Donc finalement, W de M1 à M2 est égal à EP de M1 moins EP. C'est la variation d'énergie potentielle qu'on a dit qu'il a un sens physique. Le travail d'une force conservative dans un référentiel galiléen R ne dépend pas du chemin suivi. Ce travail est nul sur un parcours fermé, M1 et donc superposé à M2 et j'obtiens EP de M1 moins EP de M1 égale à 0 ou alors EP de M2 est égal moins EP de M2 égale à 0. Donc voilà donc que ce travail est nul lorsque le parcours est fermé. D'une force bien sûr conservative. Or, une force est conservative si son rotationnel est nul. Et si le rotationnel est nul d'une force conservative, alors elle dérive de l'énergie potentielle qu'on va calculer. Si le rotationnel de F n'est pas nul, ça veut dire que F n'est pas conservatif, donc il ne dérive pas d'énergie potentielle, et on ne peut pas calculer dans ce cas l'énergie potentielle. Donc on a en effet rotationnel de F est égal à moins rot gradient de EP plus F est égal à moins gradient de EP égale à 0. Rot grade F est égal à 0. Une condition nécessaire et suffisante pour qu'une force F soit conservative et que son rotationnel soit nul. Bien sûr, vous me dites lorsque une force conservative, elle dérive d'énergie potentielle, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle est conservative ou non. Et il faut donc calculer son rotationnel et voir si le rotationnel est nul, elle est conservative. Si le rotationnel n'est pas nul, il n'est pas conservatif. Dans ce cas-là, il ne dérivera pas d'énergie potentielle. Exemple de force conservative, champ de force constante, le poids. On a dit, s'il y a une force qui est constante, si le poids P est égal à mg, l'accélération de la pesanteur G, elle est constante.
et P, la masse est constante. Donc le poids, c'est une force constante. Le travail élémentaire de P s'écrit dans un référentiel galiléen R. Delta W par rapport à R de P est égal à P dl avec P est égal à moins mg au Z parce qu'il est toujours P et il est orienté vers le bas et donc verticalement vers le bas et donc ce sera moins mg au Z. D de L est égal à dxex plus dyey plus dz ez dans le coordonnées cartésien et on obtient donc que le travail élémentaire de poids P par rapport à R est égal à moins mg dz. Pour avoir le travail total, il faut intégrer ça entre Z1 et Z2. Le travail du poids entre deux points M1 et M2 et WM1 vers M2 de P est égal l'intégrale de Z1 à Z2 de moins MGZ est égal MG Z1 moins MG Z2. Donc vous voyez que ici c'est mg facteur de Z1 moins Z2 et donc c'est ça le travail, l'énergie potentielle finalement, initialement l'énergie potentielle finale. Avec EZ comme axe vertical ascendant, pas descendant, ascendant, je poursuis, on a mis moins donc mg, moins mg dz. Alors, l'énergie potentielle du point P et alors EP de R est égal l'intégrale de moins W de R de P, c'est une énergie potentielle de travail, est égal à l'intégrale de mg dz est égal à mgz plus constante. Voilà pourquoi on vous dit que l'énergie potentielle d'un point matériel, elle est définie à une constante additive. C'est cette constante-là. Eh bien, si je prends cette énergie potentielle à Z est égale 0 nul, j'obtiens donc la constante est égale à 0. Et on aura donc mgz. Force de gravitation. Donc, c'est la force qui existe entre deux masses. M1, soit une masse M1 placée à l'origine O, d'un référentiel galiléen R, O, X, Y, Z, cette masse crée un champ de force en deux points de l'espace, c'est le champ de force gravitationnelle. Une masse M2 en un point M subit la force gravitationnelle suivante, F est égal moins grand G M1 M2 sur R carré ER. Donc vous voyez que M1 M2 positif, R carré positif, G c'est le positif, donc la force il va être une force attraction. Le travail élémentaire d'une force, de cette force, figure 3-4, et delta WR de F est égal à F scalaire dm, où dm est égal tout simplement dr ER en coordonnées sphériques, plus R d'état Eθ, plus R sinus θ de phi est égal de finalement, puisque la force de gravitation ne dépend que de R, il est préférable de travailler dans les coordonnées sphériques. Et on aura donc, pourquoi on a pris dm en coordonnées sphériques? Nous avons donc ce travail élémentaire, c'est F dr est égal donc tout simplement moins G M1 M2 sur R carré, scalaire quoi? DRER, parce que ça, la force est égale à ça fois ER. ER scalaire Eθ égale à 0, ER scalaire Eφ égale à 0. Parce que ER est perpendiculaire à Eθ et aussi perpendiculaire à Eφ, leur produit scalaire égale à 0. Et il nous reste donc ça. Donc l'énergie potentielle ne dépend que de R et ne dépend pas de θ et de φ. Donc l'expression de l'énergie potentielle est donc EP de R est égal à l'intégrale de moins G M1 M2 sur R carré dr est égal à moins G M1 M2 R plus constante. Donc là aussi, on voit que l'énergie potentielle d'une force de gravitation, elle est définie à une constante additive. Mais pour se débarrasser de cette constante, on va prendre dans ce cas-là le potentiel
nul à l'infini, et comme ça j'aurai 1 sur l'infini égale à 0, et 0 est égal à la constante, et on aura donc l'énergie potentielle est égale moins G M1 M2 sur R. Voilà donc, si vous voulez, les coordonnées sphériques. On a le référentiel galiléen cartésien, le référentiel sphérique avec R, θ et phi, c'est les coordonnées sphériques, avec ER, elle est là, ER, voilà ER, Eθ et Eφ perpendiculaires à ce plan-là, c'est les vecteurs unitaires de coordonnées sphériques. Et là, vous avez donc la force, elle est là, puisque le suivant ER. Et vous avez donc ici la vitesse qui est tangente à la trajectoire. D'où finalement, vous avez, on prendra énergie potentielle nulle à l'infini. Je ne dis pas pourquoi on prendra, puisque le potentiel varie en 1 sur R, si je mets R égale à l'infini, j'aurai 0. On a vu dans le cas de poids que le potentiel, elle est proportionnel à Z, pas inversement proportionnel. Donc, pour que le potentiel soit nul, il faut prendre Z égale à 0.